Bien, les informations documentées, il y a aussi d'autres exigences qui sont nécessaires à prendre en considération. L'accès aux informations documentées peut impliquer une décision relative à l'autorisation de consulter les informations documentées uniquement ou l'autorisation et l'autorité de consulter et modifier les informations documentées. Et ça, c'est clair. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on utilise une information documentée, il y a deux catégories d'utilisateurs. Il y a les personnes qui ont uniquement l'autorisation de consulter, c'est-à-dire voir l'information documentée, la consulter, mais il y a d'autres personnes qui ont l'autorisation et l'autorité de consulter et modifier les informations documentées. Et donc là, il faut qu'il soit clair dans votre procédure de management ou bien de procédure de gestion des informations documentées pour définir les autorités et les responsabilités par rapport à la lecture et à la modification. La norme ISO 45001, il donne une approche un peu particulière. Il dit que l'accès aux informations documentées inclut l'accès pour les travailleurs et quand il existe, les représentants des travailleurs. Pourquoi tout ça? Parce que dans le management de la qualité, l'accès est divisé en deux parties. Il y a l'accès des personnes qui peuvent élaborer, revoir et améliorer des informations documentées. Et il y a les utilisateurs de ces informations documentées. Par contre, en management de la qualité, les travailleurs de toute nature et les représentants travailleurs doivent aussi avoir l'accès aux informations documentées en concertation avec l'organisme pour voir un petit peu pour quelles raisons les informations documentées doivent être consultées. Pourquoi? Parce que ce sont des parties intéressées, généralement parties intéressées pertinentes. Et lorsqu'une partie intéressée pertinente, il y a un besoin de consulter ou d'accès aux informations documentées, il faut se mettre d'accord sur quel type d'informations documentées pour faciliter les choses. Le système management de qualité, qu'est-ce qu'il nous dit? Les informations documentées conservées comme preuve de conformité doivent être protégées de toute altération involontaire. Effectivement, et principalement tout ce qui est relatif à la conformité de produits ou de prestations en matière de management de la qualité, il faut toujours garder les preuves de conformité. Si jamais il y a un problème qui arrive après et qu'on vous demande sur quelle base vous avez libéré le produit, ça veut dire que vous avez vérifié la conformité du produit et vous l'avez libéré, alors il faut donner les éléments de preuve. Si vous n'avez pas les éléments de preuve, alors ça montre que votre produit était non conforme et vous avez décidé de le libérer et de le mettre à la disposition de vos clients. Et là, ce sont des choses qui ne sont pas autorisées par la norme. On ne peut libérer un produit que s'il est conforme. Bien. Maintenant que la partie 7.5, on parle de les informations documentées, la création, la maîtrise, l'accès, l'utilisation. Maintenant, on va voir quelles sont ces informations documentées qui sont définies par la norme. Et on va voir qu'il y a un certain nombre d'informations documentées définies par la norme ISO 9001, d'autres informations documentées exigées par la ISO 14001, d'autres informations documentées exigées par la 45001. Et on va voir qu'il y a une grande partie qui existe pour les trois normes. Et lorsque on est en train de mettre en place un système de management QSE, c'est-à-dire un système de management intégré, on n'a pas intérêt à faire des informations documentées pour chaque norme. Non, tout ce qui est général, on doit l'utiliser dans le même support, c'est-à-dire même information documentée. Comme par exemple la politique. On va mettre en place une politique qualité, et une autre politique sécurité, et une autre politique environnement. On va mettre une seule politique qualité, sécurité, environnement. Même chose pour les objectifs. Même chose pour le domaine d'application. Mais là où il y a des spécificités par rapport à une norme donnée, alors là, on doit laisser les informations documentées telles que exigées par la norme.
Pourquoi? Parce que ce sont des informations documentées qui sont demandées par uniquement une seule norme. Donc, on doit répondre à cette exigence. Et comme ça, on est dans un système documentaire qui est allégé. Pas trop d'informations documentées, pas trop de documents qui vont nuire le fonctionnement et qui vont causer la perturbation des utilisateurs. Alors, quelles sont ces informations documentées? Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour faire une petite recherche, donc c'est simple. Donc, vous allez utiliser l'outil de recherche sur les logiciels PDF et vous allez chercher informations documentées au singulier et vous allez chercher informations documentées au pluriel. Et vous allez trouver qu'il y a des réponses qui sont différentes et ça va faciliter les choses pour les identifier. Maintenant, je vais définir devant vous les informations documentées qui sont exigées par les normes. Et après, on va parler d'autres informations documentées qui sont utiles et très utilisées par les organismes. Commençons par le premier, donc c'est le 4.3. Donc le chapitre ISO 9001 4.3, le domaine d'application du système de management de la qualité de l'organisme doit être disponible et tenu à jour sous la forme d'une information documentée. Alors, pour répondre à cette exigence, il faut disposer d'un document qui s'appelle domaine d'application et qui définit le domaine d'application de l'organisme avec, bien sûr, les exclusions autorisées, bien justifiées. Est-ce que c'est un document? Je crois que vous n'avez plus le partage. Bien. Est-ce que la question que je viens de poser, est-ce que le domaine d'application doit figurer sur un support à part ou ça peut être défini dans un autre support avec une autre information documentée? Alors, la norme n'exige rien en cela. La norme n'exige rien. Si vous voulez intégrer le domaine d'application dans votre politique, c'est possible. Si vous voulez intégrer le domaine d'application dans votre manuel qualité qui n'est pas exigé par la norme, c'est possible. Si vous voulez le mettre en place dans un document à part, c'est possible. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qu'il doit y avoir une information documentée qui définit le domaine d'application de votre système de management. Ça, c'est essentiel. Dans le 4.4.2, la norme dit l'organisme doit, autant que nécessaire, tenir à jour les informations documentées nécessaires au fonctionnement de ces processus. Alors là, il faut déjà commencer par définir les processus. Quels sont mes processus? Et pour chaque processus, je dois définir quelles sont les informations documentées nécessaires. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, désactivez les micros, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, les micros. S'il vous plaît, le micro, s'il vous plaît. Bien. Alors, vous allez commencer par définir les processus nécessaires au fonctionnement de votre organisme. Les processus, on connaît très bien les trois types de processus. Les processus de management, les processus de réalisation et les processus support. Et une fois que vous avez défini ces processus, il faut commencer par définir les informations documentées nécessaires au fonctionnement de ces processus. C'est-à-dire quels sont les éléments d'entrée, quels sont les éléments de sortie, quelles sont les étapes dans les activités, qu'est-ce qu'est le pilote, quels sont les indicateurs, quelle est la performance. Tout ça, il faut qu'il soit documenté. Pourquoi? Pour faciliter son utilisation. Un processus donné, il peut faire appel à un certain nombre de procédures. Et alors, chez les procédures, en fonction de la maîtrise, il faut qu'il soit aussi sous forme d'informations documentées. Pour donner la preuve, il faut définir des formulaires. Donc, des formulaires pour donner la preuve de la réalisation ou du justif. Autre chose, si vous avez une activité qui est un peu complexe, mais qui demande beaucoup de détails, il faut passer au mode opératoire, aux instructions de travail. Et comme ça, il va y avoir
un ensemble d'informations documentées nécessaires pour le fonctionnement. Est-ce que c'est défini dans la norme? Alors, la norme, il nous donne le choix en fonction des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, la taille, la complexité, le niveau de maîtrise par les compétences. Et dans le 4.4.2 aussi, il y a la partie conserver les informations documentées pour avoir l'assurance que les processus sont mis en œuvre comme prévu. Donc, il y a deux choses. La partie, ça concerne la planification, c'est-à-dire quelles sont les informations documentées dont j'aurai besoin, et quelles sont les informations documentées que je vais utiliser dans le cadre du suivi et du contrôle. Et le deuxième point de cette partie-là, c'est conserver. Et lorsqu'on va conserver, il faut toujours penser aux enregistrements. Conserver les informations documentées pour avoir l'assurance que les processus sont mis en œuvre comme prévu. Et là, on est dans le check, c'est-à-dire le PDCA, on est dans le check et pour passer à l'amélioration. Il y a le 5.2.2, la politique qualité doit, le petit a, être disponible et tenu à jour sous la forme d'une information documentée. Donc, nous devons avoir une deuxième information documentée qui est la politique. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, la politique qualité, la politique environnement, la politique sécurité, on peut les intégrer dans une même information documentée, mais il faut qu'ils répondent aux trois exigences des trois normes. Pourquoi? Parce qu'on trouve que le contenu de la politique qualité n'est pas le même que le contenu de la politique environnement, n'est pas le même que la politique sécurité. Et pour faire une seule politique, il faut consolider les exigences des trois normes. Il y a dans le 6.2.2.1, l'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs qualité. Effectivement, lorsque vous faites votre analyse et tenant compte des enjeux externes et internes, tenant compte des risques et des opportunités, vous allez définir les objectifs. Et les objectifs, il faut qu'ils soient aussi communiqués. Et si les objectifs ne sont pas définis sous forme d'informations documentées, est-ce qu'on serait capable de les communiquer d'une façon intégrale? Alors, c'est la raison pour laquelle la norme indique qu'il faut mettre en place des informations documentées définissant les objectifs. Et on va trouver la même chose, que ce soit pour l'objectif qualité, la sécurité et l'environnement que nous allons voir par la suite. Passons au chapitre 7.1.5.1. L'organisme doit conserver les informations documentées appropriées, démontrant l'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure. Et ici, c'est quoi? Conserver les informations documentées. Et lorsqu'on parle de conserver, donc ce sont des enregistrements qu'il faut conserver pour démontrer quoi? Que l'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure. Qu'est-ce que vous avez défini pour assurer la surveillance? Qu'est-ce que vous avez défini pour assurer la mesure? Quelles sont les ressources que vous avez définies? Et quelles sont les informations documentées sur lesquelles on doit trouver ces informations, c'est-à-dire les ressources pour assurer la surveillance et la mesure. Le 7.1.5.2, traçabilité de la mesure. Ça, c'est un peu particulier. Et la norme en matière de management de la qualité, ou bien environnement, ou bien sécurité, c'est la même chose. Lorsque ces étalons n'existent pas, la référence utilisée pour l'étalonnage ou la vérification doit être conservée sous forme d'information documentée. Effectivement, quand vous faites un étalonnage par un organisme accrédité, ça veut dire accrédité dans la mesure dans la gamme d'étalonnage, dans la mesure d'étalonnage que vous allez faire, et vous devez justifier qu'effectivement les étalons utilisés sont des étalons qui sont raccordés au système national ou international. À ce moment-là, il faut avoir la preuve. Et la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est généralement le rapport que vous avez de votre organisme qui a assuré l'étalonnage. Et dans ce rapport, il y a deux parties. Il y a une partie qui contient les éléments de référence qu'il a utilisés pour étalonner votre instrument. Et il y a aussi un autre document qui est un document
d'accréditation ou de raccordement, pour dire qu'effectivement, cet organisme est accrédité ou est raccordé au système de mesure national ou international et qu'il a les compétences pour réaliser votre étalonnage. Dans le 7.2, la norme demande conserver des informations documentées appropriées comme preuve des 10 compétences. Et oui, dans le 7.2, on est dans les compétences et vous allez faire appel à des collaborateurs en fonction de certains nombres de compétences. Alors, il faut justifier. Et que contiennent ces compétences? Généralement un CV, généralement des attestations de formation, des diplômes ou d'autres des documents de stage. Tout ça, ce sont des éléments qui sont preuves des compétences. L'expérience aussi, vous avez une attestation de travail, qu'il travaillait pendant une période bien déterminée avec un organisme, et ça permet de justifier comme quoi les personnes disposent de ces compétences. Le 7.5, donc c'est toute la partie information documentée que nous venons de lire, et le 8.1. Maintenant, dans le chapitre 8, de la partie réalisation, il y a une partie de déterminant, mettant à jour et conservant des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les procédures ont été réalisées comme prévu, démontrer la conformité des produits et services exigés aux exigences applicables. Donc, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est quoi? C'est les informations documentées pour donner l'assurance que les procédures ont été réalisées comme prévu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir des informations documentées sous forme d'enregistrement sur lesquelles je note les valeurs admissibles, les valeurs acceptées. Et en même temps, je mets en place les valeurs mesurées et sur ce, je vais statuer est-ce que effectivement j'ai l'assurance que le produit il sera réalisé comme prévu. Deuxième partie, démontrer la conformité des produits et services aux exigences applicables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque mon produit passe par plusieurs étapes, donc je dois assurer la conformité pendant ces plusieurs étapes, mais j'arrive à la fin et je vais définir l'ensemble des éléments exigés par le client ou exigés dans le cadre de l'utilisation de mon produit et sur lequel j'ai les valeurs de tolérance et j'ai la valeur mesurée et sur lequel je vais me baser pour libérer mon produit. Alors, ce sont des éléments qui sont essentiels dans la partie 8.1 qui est la planification. Le 8.2.3.2, l'organisme doit, le cas échéant, conserver des informations documentées sur les résultats de la revue et sur toute nouvelle exigence relative aux produits et services. Effectivement, quand vous faites, vous acceptez une commande de votre client, il faut passer en revue l'ensemble des exigences de vos clients. Et vous allez, sur la base de cette revue, vous allez statuer sur votre capacité de faire ou de ne pas faire et votre capacité de faire et ne pas faire. C'est-à-dire, savoir faire, oui, je peux le faire, mais est-ce que j'ai la capacité de le faire? C'est-à-dire, mon plan de charge me permet de faire ce produit. Et là, ce sont des éléments qui sont essentiels pour le système de management de la qualité. Le 8.2.4, l'organisme doit s'assurer que les informations documentées correspondantes sont amendées et que le personnel concerné est informé des exigences modifiées lorsque les exigences relatives aux produits et services sont modifiées. Effectivement, ici on parle de certains cas de négociation ou de discussion avec des clients ou bien des modifications à la dernière minute par le client. Et là, si vous avez déjà communiqué un prototype ou vous avez déjà communiqué un mode opératoire ou vous avez déjà planifié la production et qu'il y a des modifications après, alors là, il faut s'assurer que ces informations documentées, amendées, c'est-à-dire approuvées, ils sont mis à la disposition des utilisateurs pour ne pas utiliser les anciennes recommandations ou les anciennes exigences qui sont modifiées. Et ça, c'est un élément essentiel dans le cadre de ce qu'on appelle le MOC, le Management of Change. Lorsqu'il y a des améliorations
ou des modifications par un client ou suite à une discussion ou suite à une contrainte donnée, alors il faut revoir l'ensemble des exigences, il faut revoir les informations documentées et il faut les mettre à la disposition des utilisateurs et s'assurer qu'ils utilisent les dernières informations documentées approuvées. Le chapitre 8.3.2, les informations documentées nécessaires pour démontrer que les exigences relatives à la conception et développement ont été satisfaites. Effectivement, donc le chapitre 8.3, on est dans la partie conception-développement. Et dans la conception-développement, on ne peut s'engager sur la conception-développement que si nous disposons de toutes les informations nécessaires. Et pour cela, le 8.3.2, il exige qu'il y ait les informations documentées nécessaires pour démontrer que les exigences relatives à la conception et au développement ont été satisfaites. Effectivement, pour la conception, j'aurais besoin d'un certain nombre d'informations. Oui. Est-ce que j'ai toutes les informations? Donc, si je n'ai pas un moyen qui permet de statuer, je ne serai pas en mesure de statuer, de dire est-ce que c'est oui ou c'est pas oui. L'astuce, qu'est-ce qu'on fait? On fait une liste. Voilà, la liste des informations documentées nécessaires pour entamer la phase de conception. Et à chaque fois que j'ai le document, j'enregistre la référence du document. C'est comme ça, si jamais il y a une case qui est vide, ça veut dire qu'il y a une information qui manque. Donc, je vais me concentrer sur ces informations qui manquent pour compléter l'information nécessaire pour mon fonctionnement. Le 8.3.3, l'organisme doit conserver les informations documentées sur les éléments d'entrée de la conception et du développement. Très bien. Pour lancer la partie conception-développement, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments d'entrée. Et chaque élément d'entrée, il faut avoir des informations documentées. Comment? Par exemple, vous avez une matière. Et dans la matière que vous allez utiliser pour votre conception, donc il va y avoir un certain nombre de spécifications d'exigences relatives à cette matière. Il faut qu'elles soient définies. Vous aurez besoin d'outils. Vous aurez besoin de matériel. Il faut que ces spécifications soient encore définies. Vous aurez besoin des informations légales et réglementaires. Il faut qu'elles soient aussi définies. Et comme ça, il n'y aura pas d'erreur dans la partie conception et développement. Et c'est l'importance d'avoir des informations documentées qui vont vous soutenir et vous supporter pour le faire bien dès le premier cours. Alors, le 8.3.4, les informations documentées relatives à ces activités sont conservées. Effectivement, lorsque je suis dans les éléments de sortie de la partie conception et développement, toutes les informations documentées vont être conservées pour donner la preuve si jamais il y a un problème après ou si jamais on veut s'améliorer. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous seront les étapes de cette conception? Quels sont les éléments d'entrée, les éléments, les changements, les améliorations? Tout ça, il faut qu'il soit conservé pour un petit peu donner la preuve comme quoi les éléments de la conception ont suivi toutes les étapes définies par l'organisme.